Merci. Merci Eleanor. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce séminaire. Donc, je vais partager mon écran et dès que vous me confirmez que vous le recevez, je démarre. Parfait, on le voit. Ok, donc je démarre pour 40-45 minutes. Alors, déjà avant de commencer, j'ai un petit mot préliminaire pour éviter toute déception. On va pas faire aujourd'hui une monographie de la course à la voile, hein. C'est pas du tout ça. Donc la discipline dans laquelle se situe ma présentation, c'est les sciences de gestion. On verra juste après le positionnement de cette discipline par rapport au sujet et par rapport à d'autres disciplines pour éviter tout malentendu. Donc l'intitulé de ma présentation, c'est une approche par la pratique des relations entre action, organisation et décision en contexte extrême, le cas de la course au large à la voile. Donc il s'agit bien d'un sujet centré sur l'activité organisée, et la course à la voile, c'est un terrain d'étude dans lequel on va explorer la relation action-organisation en passant par la décision et plus précisément par la pratique décisionnelle. Donc je vais situer ce point-là pour éviter tout malentendu. Donc l'échelle d'analyse, c'est bien l'activité organisée. Notre unité d'analyse, c'est la relation action-décision en situation. Donc c'est une approche par la pratique qui regarde ce qui se passe en termes de pratique décisionnelle et avec un double point de vue, donc le point de vue de l'action elle-même et le point de vue de l'organisation. Donc deux sens pour examiner ces relations. Ici c'est le sens des deux flèches. La relation c'est les tirés représentés ici. Donc on se situe en sciences de gestion, hein. Il y a tout un tas de disciplines voisines qui sont listées ici, qui pourrait être classé par échelle échelle éventuellement de spatiale si on veut, mais c'est un peu approximatif, hein. C'est pas une classification ni une hiérarchisation très cet ordre est pas très rigoureux. Simplement pour montrer qu'il y a des disciplines voisines comme les sciences du comportement ou la psychologie ou les sciences économiques ou la sociologie qui sont assez cousines et qui ont donné quelques emprunts à certains auteurs et qui ont été importés dans ces travaux. Donc ici, vous voyez le champ disciplinaire dans lequel on est, c'est les sciences de gestion et plus précisément donc la théorie des organisations et du management avec une série d'auteurs là qui sont mentionnés pour leur emprunt, alors soit qu'ils soient dans des disciplines voisines bien marquées comme la philosophie ou l'histoire ou la psychologie, ou l'anthropologie, sociologie, pour les éléments dont on a besoin. Donc, par exemple, les pratiques en tant que composantes de la réalité sociale, donc qui ont été conceptualisées par Gherardi notamment, ou ça, et qui sont empruntées essentiellement à l'anthropologie et un petit peu à la sociologie. Ou les questions de temps dans le domaine historique avec Heidegger ou Gaston Berger ou Taubira. Donc on est en sciences de gestion, théorie des organisations, un carrefour de plusieurs emprunts disciplinaires. Donc on ne va pas évidemment faire l'ensemble de l'état de l'art sur ces points. On va simplement se focaliser sur certains aspects sur lesquels je vais revenir juste après. Donc la problématique et la question qu'on se pose et qu'on pose au terrain de la course au large à la voile, c'est celle-ci, c'est pendant la recherche de performance en contexte extrême, comment l'action en train de se faire s'articule-t-elle avec la décision au sein de l'organisation. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Donc pendant la recherche de performance, euh, en contexte extrême, alors qu'est-ce que c'est qu'un contexte extrême? Ben, c'est un contexte qui est évolutif, qui est incertain, et dans lequel et qui n'est pas complètement maîtrisable par l'organisation, par les acteurs, par les praticiens par les entités qui participent à l'action et dans lequel des événements générateurs de risques peuvent se produire. Alors, les études en contexte extrême sont des études qui ne sont pas nouvelles, hein, qui sont basées sur plusieurs publications qui ont consolidé le domaine dans les années 2000-2010 autour de
la caractérisation du terme extrême, qui est le risque pour les membres de l'organisation de subir des dommages psychologiques ou physiques irréversibles et importants et significatifs. Alors, le cadre conceptuel qu'on a adopté, donc pour l'action, la définition de l'action, au sens de Cha, dans son papier de 99, c'est l'occurrence d'événements singuliers au cours du temps. L'action est considérée comme l'expression d'un changement dans une ontologie du devenir basée sur le mouvement, le processus et l'émergence. Donc on est sur quelque chose de résolument émergent et, qui est extrêmement fluide. C'est une notion extrêmement fluide, l'action présentée comme ça, et ce qui nous va bien, puisque du coup on peut y repérer des flux d'activité et des flux d'action. Essayer d'isoler des flux d'action et des flux d'activité, et notamment en se basant sur les pratiques au sens de Gherardi, qui sont des manières partagées et reconnaissables de faire les choses, matérialisant une connexion dans l'action et des relations d'influence. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce qui influence ce qui se passe et ce qu'on peut observer. Et notamment des pratiques qui sont des éléments observables de ce qui se passe. On va chercher à observer des pratiques. Alors l'organisation dans ce cadre conceptuel, c'est l'activité organisée et organisante sous forme de fédération de flux d'activités participant à l'action. Donc c'est pas une définition, je dirais standard de l'organisation. On est dans une représentation assez particulière de l'organisation. Et la décision ici et la définition de la décision ici est celle attribuée à Simon, donc de 83. Qui est le résultat d'un processus de sélection réduisant les nombreuses alternatives jusqu'à celle qui est actée dans les faits. Donc celle qui est actée dans les faits. Donc une décision qui n'est pas actée dans les faits, c'est pas une décision en fait dans ce cadre conceptuel-là. Sera considéré comme une décision, quelque chose qui a une influence sur l'action finalement. Donc le terrain pour explorer cette problématique avec ce cadre conceptuel, donc c'est une organisation professionnelle de course au large à la voile. Qui a été exploité pendant 5 années avec des échantillons de 2 à 11 jours sur 5 périodes de compétition. Donc déjà il faut avoir en tête que la course au large à la voile, ça peut être un contexte extrême, mais pas toujours. Pour le coup, l'organisation que nous avons choisie, c'est une organisation dont on va dire l'outil de travail, au sens de la théorie des organisations principale qui est le bateau. C'est un trimaran ultime. Vous le voyez sur l'image ici, il est à l'envers, il a chaviré. C'était un des cas de compétition que nous avons exploité. Et donc ce qui matérialise le fait qu'on est bien dans un contexte extrême, puisque dans certaines configurations, les marins à bord mettent leur vie en jeu. Donc il peut se produire des événements aux conséquences irréversibles et très dommageables pour l'intégrité physique et psychologique des membres de l'organisation. Alors l'organisation dont on parle, c'est l'organisation mise en place par l'équipage, qui dans nos cas en fait était soit de 1, soit de 2 personnes, pour la réalisation de performances. Donc on le verra un tout petit peu plus loin comment ça se matérialise. Donc on est sur une petite unité organisationnelle, l'unité qu'on appelle l'unité stratégique, une petite unité organisationnelle et en fait qui est définie par sa contribution à la performance dans l'action. Donc on a focalisé notre regard sur les pratiques de cette unité. Alors l'intérêt de ce terrain, il y a plusieurs intérêts pour ce terrain. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S à intérêt, parce qu'il y a vraiment plusieurs intérêts importants. Alors le premier, c'est que la performance dépend de l'environnement physique et organisationnel, mais pas d'une seule de ces deux composantes. Le moteur du bateau, c'est le vent, et un petit peu le courant, mais surtout le vent. Et la capacité de l'organisation à créer de la performance avec ce moteur dépend de l'outil de travail qu'est le bateau, de la préparation, de la stratégie de course et de l'activité cumulée des années précédentes. Donc la performance, elle n'est pas complètement sous la maîtrise de l'organisation. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce terrain, c'est que le skipper, il est à la fois le principal dirigeant, mais il est aussi opérateur, il est aussi stratège, il est aussi planificateur, ce qui fait qu'on peut avoir accès à ces différentes fonctions de l'organisation
en une seule personne. Et qu'en plus, pour réaliser ces différentes fonctions, le keeper doit allouer du temps avec des conflits éventuellement d'allocation de temps pour ces différentes opérations. Le troisième point, troisième intérêt du terrain, c'est que les trajectoires des bateaux pendant la course, comme sur l'image ici, là, donc l'organisation à laquelle on s'intéressait, c'est celle qui est matérialisée en rouge sur la carte. La trajectoire, c'est la résultante dans le temps et dans l'espace de l'activité de l'organisation sur les jours voire les années précédentes. Donc on a à tout moment une résultante dans le temps et dans l'espace de l'activité de l'organisation. Donc la trajectoire donne à voir en fait la réalisation, enfin la performance en train de se faire. Et ça c'est l'action en train de se faire, et éventuellement la performance en train de se faire. Donc ça c'est intéressant pour nous parce que c'est jamais évident dans une organisation en général d'identifier une performance en train de se faire ou un état par rapport à des concurrents. Donc le sport présente cet avantage-là et la voile dans le sport particulièrement puisque on représente les choses sous forme de cartes. Et c'est même assez facile. Et c'est des dimensions physiques assez faciles. D'ailleurs, la performance se mesure par deux valeurs unidimensionnelles, hein. C'est le temps depuis le départ ou la distance à l'arrivée. Donc, il n'y a pas de difficulté à mesurer de la performance à un moment donné. Et le quatrième point, il relève du contexte extrême, hein, c'est qu'il y a une tension permanente entre performance et préservation de la vie. Les points de bascule dans certaines configurations de vent par rapport au trimaran sont très faibles, à quelques nœuds près de vent en plus ou en moins, ou à quelques degrés à droite ou à gauche sur la barre, le bateau peut chavirer en fonction de certains régimes de vent. Donc on a un équilibre permanent qui est sous contrôle de l'équipage pour rechercher la performance tout en préservant la vie. Alors le postulat de base de ces travaux, mais qui est le postulat de base de la plupart des recherches sur les contextes extrêmes ou en contexte extrême, c'est que les phénomènes sont exacerbés en contexte extrême et que du coup on arrivera à mieux percevoir ce qui se passe. Donc ça c'est un postulat de départ, une forme de pari lié au terrain. Alors par rapport à ce terrain, un intérêt qui n'est pas noté ici sur l'écran, mais qui est aussi important, mais qui est plus par rapport à la question qu'on se pose, dans une course au large, en fait, on est sûr que des décisions seront prises. On ne sait pas comment, on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas quand. Mais on sait qu'entre le début et l'arrivée, des décisions seront prises au sens où des choix seront faits, seront mis en œuvre pendant la compétition, tout simplement parce qu'il est impossible de rien choisir quand on fait une course. Donc à partir du moment où on a un regard, où on sait où regarder, on sait qu'on va assister à des pratiques décisionnelles. Alors comment on s'y prend pour ça? J'ai listé la méthodologie ici. Donc on a adopté une approche qualitative, exploratoire et empirique, donc ce qui est complètement en phase avec les approches par la pratique. On regarde ce qui se passe sur le terrain, on cherche à regarder ce qui se passe sur le terrain. Et comme on n'a pas d'hypothèse à tester, on va avoir vraiment un regard large et voir ce qu'on peut trouver comme relation entre action et décision. Dans une posture, donc dans une approche ethnométhodologique, donc une posture ethnographique, et si possible d'observation participante transparente, c'est-à-dire que on va chercher à s'insérer dans l'organisation à certains moments donnés, quitte à un moment contribuer à quelque chose, tout en étant transparent par rapport à cette posture vis-à-vis des membres de l'organisation. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est une immersion adaptative au sein des processus de décision pendant le cours de l'action, ce qui nous a permis d'être en relation, en contact en fait avec tous les flux d'informations relatifs à la stratégie de course, avant les compétitions et pendant les compétitions. Alors ça n'a pas été pendant la totalité des compétitions parce que sur 11 jours de compétition, le dispositif est trop coûteux à maintenir. Donc ça a été sur quelques jours avant le départ et quelques jours après le départ des compétitions. C'est trop coûteux en termes de ressources humaines en fait.
Donc à partir de là, avec cette méthodologie nous permet de conduire une investigation sous forme d'enquête, hein, donc une investigation de ce qui est observé. Donc ce qu'on cherche à observer, c'est des traces de pratique, des événements, des relations pratiques-événements, éventuellement des décalages temporels entre pratique, événements, choix, euh, en regardant tout ce qui peut s'apparenter à une pratique décisionnelle sur le terrain. Euh, donc on verra plus tard, hein, pour faire ça, il faut d'abord identifier une pratique décisionnelle et ensuite mener une investigation dans l'action à partir des traces qu'on a identifiées. Euh, alors, pour observer des pratiques décisionnelles, il y a un préalable, c'est de savoir un petit peu ce que c'est que la décision. Alors, vous avez ici, de manière schématique, une représentation sur une page qui est une sélection des principaux courants relatifs à la décision qui sont mobilisés en sciences de gestion, avec dans le rectangle central l'approche standard de la décision, donc qui est fondée sur la théorie des jeux et qui s'est enrichie successivement avec le choix satisfaisant, la rationalité limitée, les biais cognitifs, etc. Et qui aujourd'hui est très actif dans différentes dimensions, notamment dans la dimension des neurosciences. Et autour de cette approche standard, vous trouvez d'autres contributions, d'autres représentations de la décision qui peuvent être dans différentes disciplines, avec des auteurs fondamentaux comme James Marsh, par exemple, sur l'ingénierie des choix, ou des approches comportementales et d'action sociale avec Bourdieu, Crozier, Egbert. Et sur la partie droite, des développements un peu plus centrés sur les contextes extrêmes qui ont été faits dans les années 80-90, qui ont démarré dans ces années-là, sur la décision en situation, la Naturalistic Decision Making, et dont j'ai reproduit la couverture de l'ouvrage fondateur, où l'incertitude est symbolisée comme par hasard par un voilier, même si ce courant de recherche n'a jamais travaillé sur les courses à la voile. Leur première manière de symboliser l'incertitude des contextes extrêmes, c'était de faire un voilier dans la tempête, comme vous le voyez ici. Donc c'est un petit clin d'œil. Donc le champ de la décision, il est varié, il peut être très contrasté. Parmi ces courants de recherche, donc il y a des filiations qui sont matérialisées par des flèches, il y en a plus que celles qui sont matérialisées d'ailleurs, mais ce sont seulement les principales qui sont ici. C'est un champ théorique qui est très actif en sciences de gestion, qui donne lieu à beaucoup de publications, et avec des sous-champs qui sont parfois pas compatibles entre eux. Donc pour nous, c'est important d'avoir ce regard large sur cet ensemble de représentations de la décision, pour être capable de repérer dans le cours de l'action des pratiques décisionnelles qui peuvent relever d'une ou l'autre représentation de la décision, voire d'aucune, si on repère quelque chose qui peut s'apparenter à un choix et qu'on n'arrive pas à raccrocher à un champ théorique connu, alors soit qu'on ne le connaît pas, soit qu'il n'ait pas été traité. Donc ça, ce panorama de la décision est important, puisque c'est à partir de ça qu'on a établi une grille de codage de ce qu'on a observé. Alors qu'est-ce qu'on a observé? Alors avant de dire qu'est-ce qu'on a observé, j'ai schématisé ici la manière dont on a observé le terrain. Donc ça c'est le schéma d'observation le plus avancé qu'on a mis en place. Donc c'est un chercheur qui faisait du shadowing du routeur, et donc qui était immergé dans l'unité stratégique de l'organisation, et qui était en contact avec un chercheur extérieur non immergé et qui servait de force de rappel pour éviter tout biais d'interprétation, en tout cas pour limiter les biais d'interprétation. Vous avez ici sur la droite la représentation pour un des 5 cas de terrain, donc de l'unité stratégique, avec l'équipage composé du skipper, du co-skipper, en train de travailler avec le routeur, et à côté le chercheur qui observe. Donc ça, c'est une situation typique d'avant-départ, avec une discussion stratégique animée par le routeur, et qui a abouti à la représentation qui est en dessous, qui est une carte avec différentes options de course. Donc quel est l'intérêt pour nous à ce moment-là? C'est avant le départ de la compétition, de connaître les intentions de l'équipage, les intentions du routeur, et d'avoir les idées parfaitement claires sur la stratégie. Et ces représentations graphiques en fait des choix stratégiques nous y ont beaucoup aidé.
Et pour avoir accès à ça, bah, évidemment, il fallait être il fallait être là, il fallait pouvoir observer de l'intérieur ce qui se passait. Donc, ce qui nous permet, en fait, pour chaque terrain, d'être au clair avec les intentions initiales et même avec les intentions actualisées, puisque le routeur est en contact permanent avec le skipper et le co-skipper, avec l'équipage, et actualise en fait la stratégie de course. Donc, à tout moment, on bénéficie de la stratégie actualisée vis-à-vis de la course, ce qui permet de pouvoir détecter des choix. Alors, la course au large bénéficie d'un gros avantage, comme beaucoup de sports qui sont faits pour être médiatisés. C'est qu'il y a des médias, comme vous voyez ici, un skipper en interview avec beaucoup de public, c'était au départ d'une course, ce qui permet d'avoir en fait des sources d'informations qui, qui sont pas liées à l'action de recherche et qui permettent de trianguler en fait les observations avec d'autres supports, donc comme par exemple des communiqués de presse, des interviews, des photos, des vidéos. Donc ça donne accès à un corpus de données qui est très grand et avec un très grand risque d'ailleurs de se noyer dans ce corpus de données. Donc c'est important d'avoir un guide d'interprétation pour pas se retrouver noyé là-dedans. Donc nous, notre guide d'interprétation, c'était vraiment d'aller de mener une investigation sur les pratiques de choix. Donc on a cherché tout ce qui pouvait dans ces différentes sources de données, refléter des pratiques de choix. Et qu'est-ce qu'on a trouvé là, je vous ai mis un extrait pour une course. Donc, c'est le cas de terrain de 2014, donc, qui était la route du Rhum. Donc, l'équipage était une seule personne. L'unité stratégique était composée de 3 personnes. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes là, c'est la même carte, enfin le même type de carte que tout à l'heure. Donc, c'était les intentions stratégiques avant le départ. Et avec, vous voyez, une courbe ici, enfin une famille de courbes très, très régulière jusqu'à peu près au milieu de l'Atlantique. Et puis une route violette un petit peu différente. Donc, l'ensemble des compétiteurs ont suivi les familles de courbes vers le bas. Au passage, j'ai oublié de vous signaler qu'un autre intérêt de la course au large, c'est qu'il y a plusieurs organisations en course, donc on peut comparer en fait la performance de chacune, les unes avec les autres, et on peut aussi comparer les pratiques de choix des unes et des autres, même si on ne peut pas être immergé dans toutes les organisations en parallèle. Jusqu'à c'est pas ce qu'on a réussi à faire. Nous, on était immergé dans une, mais on a bénéficié de la couverture médiatique des autres organisations, des actions, de l'action des autres organisations pour pouvoir les comparer. Et en particulier dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé le 5 novembre en fin de matinée? Il s'est passé que la flotte en fait a subi l'arrivée d'une zone de vent qui n'était pas prévue, et qui même n'était pas connue sous cette forme-là, à cet endroit-là, par ces coureurs qui sont pour la plupart expérimentés, puisque parmi tous ces bateaux, la plupart des concurrents avaient plus de 20 ans d'expérience sur ces bateaux et une bonne moitié avaient déjà remporté des compétitions de course à la voile. Donc on est sur un public très expérimenté. Et donc au moment où l'inconnu survient, ici dans la zone jaune, on voit des comportements différents. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé pour nous et qui a été une chance extraordinaire, c'est que avant d'effectuer une manœuvre vers le sud, qu'il est le seul à avoir effectué à ce moment-là, le skipper a eu la bonne idée d'appeler son équipe à terre pour dire qu'il avait l'intention de le faire. Donc, et qu'il avait tout préparé d'ailleurs, puisqu'il l'a fait dans les 5 minutes qu'on suivit, alors que la préparation de la manœuvre prend 45 minutes. Donc c'est une chance qui nous a permis en fait d'avoir un ancrage dans l'action, d'une pratique décisionnelle, et qui nous a permis à partir de là de mener une investigation. Alors à partir du moment où on a eu l'appel, on s'est mis à examiner plus précisément ce qui se passait et ce qui s'est passé dans les heures qui ont précédé et ce qui se passait pour l'ensemble de la flotte. Alors le résultat en termes de course, c'est que le bateau rouge ici, qui était avec le noir et le marron, se retrouve 4 heures devant. Par contre, le bateau bleu ici a pratiquement pas dévié sa trajectoire, et le bateau doré, il a dévié un petit peu comme le noir et le marron, mais s'est retrouvé et est resté devant.
Donc c'est pas évident quand on voit ça que le bateau rouge a une action surperformante, mais en fait c'est ce qui s'est passé. Euh, Parce qu'en fait les deux bateaux de devant sont des bateaux beaucoup plus grands et beaucoup plus rapides intrinsèquement. Tous les autres bateaux derrière sont des bateaux à peu près équivalents, avec des vitesses à peu près équivalentes avec les mêmes régimes devant. On voit que dans le groupe de bateaux aux performances équivalentes, le bateau rouge en fait ressort très nettement en tête. Donc, ce qui nous permet d'être sûr d'avoir assisté à un choix qui a été performant et de pouvoir décortiquer l'action. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'en est pas privé. Donc on a effectué un codage à partir de ce point d'ancrage dans l'action qui est constitué par l'appel. On a effectué un codage descriptif de ce qui s'est passé, donc descriptif d'indices de décision, donc tout ce qui ressemblait à des pratiques décisionnelles et qui n'étaient pas déjà codées par une pratique décisionnelle, donc on a cherché à identifier tout ce qui ressemblait à un processus de traitement au sein de l'organisation, on l'a identifié également. Tout en notant qu'au moment de l'appel, le skipper en fait a matérialisé aussi le fait que dans le cours de l'action, il a changé de registre d'activité puisqu'il est passé sur un mode réflexif. Il est passé d'un mode d'accomplissement expert à un mode réflexif qui prend du recul par rapport à ce qu'il fait. Donc on a aussi noté en passant un changement de modalité d'action. Donc ces indices-là ont été repérés dans le temps, en remontant dans le passé, mais aussi en se projetant vers le futur, et sur deux niveaux, sur le niveau opérationnel et sur le niveau stratégique. Donc on a fait ça en adoptant le point de vue de l'action, puisqu'on a repéré dans cet ensemble de choses qui se passaient des indices. Ensuite, du point de vue de l'organisation, on s'est replacé du point de vue de l'organisation en agrégeant ces indices par période de temps pour donner une représentation compatible avec le temps qui passe et ce que peut en faire l'organisation de ces indices pendant le temps qui passe. Ce qui nous a permis d'atteindre une représentation graphique de deuxième cycle de codage que vous voyez ici, qui constitue en fait un nombre d'indices dans l'action, un nombre de codes descriptifs, un nombre de codes processuels qui sont cumulés, avec donc un petit histogramme. Alors évidemment on est sur un cas, on est sur une démarche exploratoire, je ne suis pas en train de vous dire qu'on retrouve ça partout tout le temps sous cette forme. Je suis juste en train de vous dire que sur un cas on a mis en évidence quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a mis en évidence? On a mis en évidence que la représentation graphique sous cette forme, qu'on appelait le modèle du phénomène décisionnel, permet de représenter conjointement l'incorporation de l'action par une problématique de gestion. Donc la problématique de gestion a incorporé des éléments de l'action. Et ça se matérialise par un niveau de détection, un niveau de traitement. Alors cette matérialisation, c'est nous qui l'avons choisi dans la représentation. C'est pas, on est dans une posture interprétativiste de ce qui se passe. Et ce modèle représente également l'émergence d'un enjeu pour l'organisation au sein de l'action, avec une période de latence et une période d'émergence. Et ce qui peut être utilisé dans un cadre d'interprétation processuelle, donc à la manière de Pettigrew, pour travailler sur la transformation de l'organisation, avec des processus décisionnels qui s'enchaînent dans le temps, en fonction du niveau de pertinence pour la performance de l'organisation dans l'action, en supposant, parce qu'il y a quand même une hypothèse forte que j'ai un petit peu occultée, en supposant qu'on peut représenter le niveau de pertinence pour la performance sur une échelle unidimensionnelle. Mais on peut aussi avoir une représentation spatiale en fait du phénomène décisionnel. Donc sur la gauche, vous avez une représentation unidimensionnelle qui évolue dans le temps, avec deux phénomènes décisionnels qui s'enchaînent, et sur la droite, vous avez une représentation spatiale de la même chose. Ce qui est bien, donc comme je disais avec la course à la voile, c'est ça rend les choses visuelles en fait, ça rend l'action visuelle, et on peut représenter des choses sur une carte. Et comme on aime bien les cartes en météo, ça nous aide beaucoup pour interpréter l'action. Donc dans l'interprétation spatiale, donc à la manière de Weick, pour ceux qui connaissent l'épisode de Mangulsh par exemple, on pourrait représenter Mangulsh sous cette forme-là. Donc Mangulsh, c'était un incendie dramatique qui a lieu
il y a plus de 70 ans et qui a donné lieu à beaucoup de recherches. Donc on peut, dans une interprétation spatiale, évaluer la performance à partir de zones dans l'espace où la performance se constitue. Et en fait là, comme on est dans une communauté plutôt météo, je peux me permettre de passer un peu de temps sur ces questions, ce que je ne fais pas habituellement dans les communautés gestionnaires. C'est qu'on a donc là le moment de la bifurcation des trajectoires qui est représenté ici, là c'est un instantané. L'espace de validité en fait du phénomène décisionnel numéro 1 en rose, qui pourrait être qualifié de quitter le flux de nord, on voit qu'il ne touche pas l'espace de validité du phénomène décisionnel numéro 3 en jaune, qu'on peut qualifier de entrée dans le flux d'Alizé. Et en fait, le problème là, qui n'a pas été vu par le bateau de tête, parce qu'on voit qu'à ce moment-là, le bateau de tête, au moment où le phénomène décisionnel bleu arrive, en tout cas est significatif pour la flotte, le bateau bleu il est déjà dans la zone jaune, le phénomène numéro 3. Et en fait, c'est ce que, au moment du départ, et même de manière actualisée au fil de la course, c'est ce à quoi s'attendaient tous les bateaux. Et en fait, il y en a un seul qui a pu réaliser la trajectoire qui correspondait aux intentions initiales. Le bateau, le deuxième, le bateau doré, a pu le faire, mais c'était par hasard. D'ailleurs, il a avoué dans une interview après. Il est resté sur sa logique initiale. Il a pu atteindre, grâce à sa vitesse intrinsèque, la zone jaune en sortant de la zone bleue sans jamais traiter ce qui se passait dans la zone bleue. Et le reste des bateaux a dû traiter ce qui se passait dans la zone bleue, qui correspondait à quelque chose d'imprévu et d'inconnu. Tous les bateaux sauf deux l'ont traité d'une manière qui est conforme à ce qui est enseigné dans les écoles de course au large. Ils ont tous perdu en faisant ça beaucoup de temps, et deux bateaux ont fait différemment. Donc l'un s'est retrouvé en tête de cette flotte-là, donc en 3e position, et l'autre a gagné quelques heures, mais il était en queue de peloton, donc ça c'est pas beaucoup. Donc on a deux bateaux finalement qui ont eu des pratiques de choix qui ont été surperformants sur ce moment-là. Et ils ont été surperformants parce que, c'est ça notre interprétation, parce qu'ils ont été capables d'exploiter ce phénomène décisionnel, d'avoir des modalités de choix compatibles avec avec les circonstances de l'action qui sont représentées par ce phénomène décisionnel à cet endroit-là. Donc même si j'en ai déjà un petit peu parlé, donc ces résultats, donc ce que je viens de vous présenter, c'est ce qu'on considère comme être nos résultats, donc qui apporte une vision inédite de la décision dans sa relation à l'action, donc l'action telle qu'on l'a définie tout à l'heure, hein, de flux d'activité, de processus émergents. Cette investigation donc riche et ancrée sur une pratique décisionnelle donc a permis en fait à partir de la pratique décisionnelle de remonter à l'interprétation de l'action du point de vue de l'organisation et du point de vue de l'action elle-même. Donc au plan méthodologique, on a pu saisir en temps réel une pratique inédite en situation inconnue, donc avec un apprentissage organisationnel. On a même montré qu'il y a une propagation de cet apprentissage au sein de la flotte, puisque le deuxième bateau qui a effectué un choix qui ressemblait à celui du bateau qu'on étudiait, on peut démontrer que ce choix-là, en fait, représente une propagation de ce qui a été inventé, enfin en tout cas qui a été de l'innovation qui a été faite sur le bateau rouge. Et au final, on peut aussi démontrer, même si j'en ai pas parlé là, l'influence stratégique des effets des décalages temporels entre les pratiques décisionnelles et les événements de l'action. Et en particulier, donc les apports de ces travaux se situent au niveau de l'utilisation des décalages temporels entre événements émergents et pratiques décisionnelles au sein de l'organisation, donc en contexte extrême, avec une dimension d'interprétation, une dimension d'évaluation et, in fine, une possibilité de contribution à une théorie pratique de l'organisation qui est en cours de constitution, notamment autour des travaux de Eric Gherardi, avec, comme vous le voyez sur le schéma ici, l'intérêt principal qui relève des questions d'anticipation à partir du moment où une organisation arrive d'une part à avoir des modalités de choix qui sont compatibles, qui sont cohérentes avec le phénomène décisionnel d'une part, et avoir un niveau de gestion qui soit abaissé au bon moment, c'est-à-dire qu'il soit capable de prendre en charge quelque chose d'important qui émerge à ce moment-là,
et ben on peut avoir une création de performance. Donc c'est notre conclusion. C'est que la performance de l'organisation ressort comme liée à l'aptitude de l'organisation à adopter au cours du temps des pratiques décisionnelles en cohérence avec les circonstances de l'action en train de se faire. Alors vous allez me dire que j'exagère un peu puisqu'on n'a regardé qu'une course à la voile, qu'un bateau dans cette course à la voile. Effectivement, c'est une conclusion qui est liée à ce cas singulier, qu'on a pu confronter aux autres cas de terrain, donc les cinq cas de terrain de ces travaux-là, et qui demandent à être transposés évidemment dans d'autres contextes, notamment dans des contextes un peu moins extrêmes, par exemple pour voir si c'est toujours le cas dans des contextes moins extrêmes, euh, pour voir aussi l'émergence du contexte extrême sur l'organisation lorsque le contexte extrême émerge. Donc on a plein de cas à des échelles beaucoup plus larges qui peuvent être traités aujourd'hui sur ça depuis la crise pandémique notamment. Euh, et dans le prolongement des contextes extrêmes, on peut avoir des contextes extrêmes paroxystiques qui sont des crises où la survie de l'organisation est en jeu. Donc approfondir la relation de l'organisation à l'émergence d'une crise à la vue de nos résultats nous paraît intéressant. Et questionner l'interdépendance des choix des praticiens avec les contextes d'action, donc quelque chose de plus large, qui relève de l'ingénierie des choix. Donc ça, c'est pour conclure. Alors j'ai mis quelques références bibliographiques, je ne vais pas les parcourir, mais vous les aurez dans le diapo. Donc c'est pour conclure cet aspect relatif à la course à la voile. Et je vais prendre les 5 minutes qui me restent pour aborder d'autres échelles de temps et tâcher de vous convaincre que ce qu'on a fait, qu'on a mis en évidence pour la course à la voile, peut être intéressant pour des pratiques d'anticipation en situation d'urgence et la transition climatique et l'anticipation. Donc passer à d'autres échelles de temps, euh, des échelles de temps beaucoup plus longues que ce qu'on a fait là, puisque ce qu'on a étudié là, l'ordre de grandeur stratégique, c'est quelques jours, et l'ordre de grandeur opérationnelle, c'est quelques minutes à quelques heures. Donc l'idée des travaux que nous menons actuellement, hein, c'est de passer de cette dualité anticipation-réactivité en organisation en course à la voile à des pratiques d'anticipation en situation d'urgence au niveau de la gestion de catastrophes naturelles météodépendantes. Donc avec un terrain, pour les collègues de Météo France, vous savez que je suis en contact avec ce terrain avec une grande proximité. Donc la question de transposer la méthodologie aux cellules de crise ministérielles, évidemment, c'était tentant et c'est évidemment ce qu'on a fait. Donc il reste à exploiter toute cette matière. Donc on a un corpus qui est en cours d'exploitation. Il y a un gros travail à faire, hein, puisque le travail que je viens de vous présenter, c'est le résultat de plus de 6 ans de recherche qui ont conduit à la mise au point d'une méthodologie, d'un modèle d'interprétation. Donc la transposition va prendre aussi un peu de temps à d'autres domaines. Et en parallèle, donc des travaux ont démarré au niveau de l'action publique. Donc on dézoome encore en échelle au niveau de l'action publique en termes de transition climatique et d'anticipation. Donc comment les organisations aux prises avec la transition climatique peuvent anticiper et éventuellement moduler leur modalité de choix pour faciliter la transformation et comment l'action publique peut servir à ça. Et avec toujours le même postulat, c'est que les phénomènes organisationnels sont exacerbés en contexte extrême et donc pour arriver à traiter l'axe 3 dans le même champ, il faut arriver à démontrer qu'aujourd'hui, et je m'en tiendrai à ça, et qu'aujourd'hui, l'enjeu de transition climatique relève d'un contexte extrême. C'est-à-dire que l'inaction n'est pas possible et que les événements qui peuvent survenir peuvent être extrêmement dommageables pour l'intégrité physique ou psychologique des participants de l'action. Voilà, je vous remercie et je suis désolé si j'ai parlé un petit peu vite. Merci Sylvain. Il reste, cela dit, il reste encore un peu de temps, hein, si jamais d'autres aspects. Non, mais je vais m'en tenir à ça Ok, on pourra toujours je revenir réponds de aux toute questions façon. Ouais, entendu, ça avec marche. plaisir. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien, vous pouvez poser vos questions. Alors, soit en levant la main et en prenant la parole, ou autrement, vous pouvez aussi utiliser le chat.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas pour le moment. Oui, enfin, moi j'ai une question, évidemment, mais ça ouvre sur l'espace de recherche là, que Sylvain évoque, quoi. Il y a plusieurs voix qui ont évoqué le fait que l'adage on ne croit pas ce que l'on sait en matière de climat, par exemple, était un frein à l'action. On ne croit pas ce que l'on sait. Alors, si on compare la voile et la situation de contexte extrême que tu décortiques, euh, et tu dis que la clé pour passer au climat, c'est de démontrer qu'on est dans un contexte extrême. Bon, bah, il fait 4 degrés, demain il fera 2 degrés de plus. Moi, je signe tout de suite. Est-ce qu'on est dans un contexte réellement extrême et comment on démontre qu'on est dans un contexte extrême sur la question climatique? Et une fois qu'on a obtenu peut-être cette étape-là, une fois qu'on a franchi cette étape-là, est-ce que le skipper, est-ce qu'on peut vraiment aller tirer tous les traits de la comparaison entre la situation de la course à la voile où on a un risque qui est prégnant, on a une connaissance qui est élevée, on a une mesure qui est euh, effective de l'action et de ce que ça va entraîner, quoique, voilà. Est-ce qu'on peut tout de suite rentrer sur ce terrain-là, Sylvain? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est aussi facile que ce que tu peut-être peux nous évoquer là avec cet Ça, exposé? ça a absolument rien de facile parce que, comme tu le soulignes, c'est beaucoup plus diffus et en fait, c'est pour ça qu'on a commencé par les courses à la voile et qu'on passe ensuite par les cellules de crise. C'est parce qu'en fait, c'est plus facile à ces échelles-là et dans ces domaines-là. Euh, Par contre, c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas le tenter. Parce que moi j'ai la conviction qu'on peut le démontrer, on peut le justifier, et que c'est un facteur important de changement d'échelle de l'action publique. Et c'est pour ça et c'est aussi ça qui fait le moteur en fait de cette action-là. Alors, ce travail n'a pas encore été conduit, hein. Le corpus de données est en cours de- d'exploitation et même de constitution. Euh, L'idée, c'est d'aller alors, je vais peut-être dans une diapo ensuite. Voilà, ici, d'aller jusqu'au bilan mondial de 2023, qui est prévu au titre de l'accord de Paris, de mettre en perspective les 6 cycles du GIEC et les 28 COP, notamment, mais pas seulement, hein, et de manière générale les travaux onusiens, et mettre ça en parallèle les travaux de la communauté de recherche climatique pour montrer finalement la propagation de cette conscience ou cette perception de l'urgence. Et vous retrouvez au passage dans ce que je dis la transposition à une autre échelle de la notion de phénomène décisionnel. Où on a la propagation d'une perception entre communautés et qui peut influencer l'action. Euh, donc ce travail-là reste à faire. Nombreux sont ceux dans la société civile qui ont la conviction qu'il y a un degré d'urgence, dans la communauté climatique également, dans la communauté politique également. Euh, mais le caractère extrême en fait du contexte de l'action publique aujourd'hui en matière climatique, jusqu'à présent, il n'est pas démontré. Alors, peut-être plus facile, est-ce que tu as dans l'expérience de la course à la voile des exemples qui nous diraient que le skipper n'a pas pris la décision, n'a pas cru ce qu'il savait, était suffisamment épuisé ou était pris par d'autres éléments, d'autres considérations qui ont fait qu'il a pris la mauvaise décision ou il n'a pas pris la bonne décision et que ça a conduit à perdre, à baisser sa performance, voire à se retourner comme tu le montrais sur la photo, là. Tu as des exemples de ça? Alors sur le cas que j'ai présenté, en fait, sur les 6 bateaux là qui sont sur la partie droite de l'image là,
Et ben en fait, il y en a 3 qui n'ont même pas perçu que ce qui se passait ne rentrait pas dans leur schéma dans leur schéma stratégique. Donc on n'est même pas au stade de croire, on est déjà même au stade de percevoir, ils l'ont pas perçu. Et dans ceux qui l'ont perçu, donc dans les 3 qui l'ont perçu, il y en a un qui l'a pas cru. Et dans les deux enfin dans les 2 autres qui l'ont perçu, il y en a 2 qui l'ont cru, mais pas au même moment. Donc on a tous les cas en fait sur cet épisode-là, sur cette flotte-là, on a toutes les configurations que tu mentionnes. Et c'est aussi ça qui nous fait conclure que la capacité à adopter les modalités de choix qui sont cohérentes avec les circonstances, eh ben, c'est vraiment ça enfin c'est pas vraiment ça, c'est une composante importante de la réalisation de performance. Est-ce que tu es capable d'aller explorer sur ces différents bateaux les raisons pour lesquelles ils n'ont pas su, ils n'ont pas perçu, ils n'ont pas agi? Alors, en partie oui, notamment parce qu'ils l'ont fait spontanément, ne serait-ce que parce qu'il a fallu justifier à leurs sponsors pourquoi ils se sont retrouvés 5 heures derrière les autres alors ils étaient bord à bord. Donc, le lendemain de cet épisode, il y a eu plein d'interviews qui ont été publiées dans la presse. Alors, il y a eu évidemment l'histoire racontée a posteriori, on peut la modifier hein, quand on est un acteur de l'histoire, mais on a pu investiguer au sein de la flotte, mais pas avec tous, hein, seulement avec certains, ce qui s'est passé et croiser en fait leurs déclarations avec ce qui s'est passé pour s'assurer d'avoir une interprétation non biaisée. Donc on peut effectivement le faire et c'est l'avantage en fait de ce terrain-là, c'est que ça donne accès à ça et qu'en plus des courses au large, il y en a régulièrement tous les ans ou tous les 4 ans, suivant tous les 2 ans ou tous les 4 ans, suivant les types de courses. Donc on peut aussi observer, on peut faire des expériences, enfin pas des observations, plusieurs observations. Contrairement au texte des politiques publiques, hein, où on se remet pas au départ d'une politique publique au même moment, 5 ans après que 5 ans avant. Pour une course, on peut considérer qu'on repart à zéro à chaque départ de course et qu'on réobserve l'ensemble. Donc on a aussi l'intérêt de ce terrain-là qui est de pouvoir avoir plusieurs cas et explorer dans ces cas différents comportements. Il y a Je- d'autres ouais, est-ce qu'il y a questions? d'autres questions? Oui. Parce que je ne veux pas monopoliser les échanges. Alors, une question qui me taraude, est-ce qu'on a besoin des temps courts pour éclairer les temps longs et amener à la décision en matière d'action publique face au changement climatique? Est-ce qu'on a besoin d'un cyclone qui vienne émouvoir toute la population réunie au GIEC euh, ou à une COP pour essayer de bouger les choses? On peut y répondre Malheureusement, ça, après. j'ai pas une réponse catégorique à ça, mais malheureusement, c'est un peu ce qu'on constate régulièrement pour toutes sortes d'actions collectives d'échelle en domaine de politique publique. C'est le fameux passage à niveau qu'on enlève le jour où une voiture un train, hein. Ou le fameux virage qu'on rectifie quand une voiture est sortie de la route. Mais l'idée, c'est de pas attendre la réalisation de la catastrophe pour prévenir la catastrophe. Donc c'est la thèse de Jean-Pierre Dupuy, hein, qui est pas qui a une vingtaine d'années déjà, qui s'appelle le catastrophisme éclairé. Ouais. C'est travailler sur la catastrophe pour éviter qu'elle advienne. Ouais, exactement. C'est tout l'enjeu en fait de la politique climatique. Un philosophe qui, moi, m'a particulièrement marqué. Mais je pense qu'il y a un biais de météorologue, enfin,
d'être capable d'appréhender les constantes de temps courtes et les constantes de temps longues. Et c'est ça qui est intéressant dans ton travail. Je crois, Eleanor, on peut passer à nos intervenants suivants. Oui, Si j'avais une timing- petite question pour Sylvain, mais je Ah, peux largement non, mais je peux la garder pour non, la non, vas-y. discussion finale. Euh, non, oui, alors je me permets du coup une petite question. Justement sur cette question de la comparaison entre des phénomènes décisionnels sur le temps extrêmement court dans le cadre d'une course au large et la question de phénomènes décisionnels en matière d'action publique, de lutte contre le changement climatique ou d'adaptation. A priori, c'est vrai que moi, je me dis qu'on se heurte peut-être à un problème de comparaison, c'est-à-dire est-ce qu'on peut véritablement comparer ces deux types de processus sociaux et du coup, est-ce qu'on peut véritablement transposer les outils analytiques d'un phénomène à l'autre? Vous semblez dire enfin voilà, c'est l'hypothèse que vous travaillez, en tout cas, si j'ai bien compris. Donc, je voulais savoir, même si j'ai bien compris que c'était un travail en cours, est-ce que voilà, vous pouvez nous présenter quelques bribes d'hypothèses ou de postulats qui vous fait penser justement que c'est possible, Alors, que ça a un sens. ce qui me fait penser que c'est. Alors, déjà, c'est pas une. Il n'y a pas de recherche de comparaison vraiment au sens, enfin, au sens strict, hein. On est dans un outil d'interprétation qui a été mis au point à partir de la course au large. Et l'idée, c'est de voir effectivement jusqu'à quel point c'est transposable et, d'où on sort cette conviction que c'est transposable. Eh ben, c'est simplement à titre personnel pour avoir été praticien des trois domaines, que ce soit le domaine de la course au large, le domaine des politiques publiques et le domaine enfin des politiques climatiques et le domaine de l'appui à la gestion de crise. C'est des choses euh, que j'ai déjà constatées en fait sur le terrain. Dans n'a pas encore eu de publication, encore plus, ça n'a pas encore été complètement traité. Mais la conviction que j'en ai, c'est d'avoir été témoin de ça en fait. Mhm. J'ai déjà observé ce genre de choses. Donc le sujet maintenant, c'est de l'analyser de manière solide et cohérente, pour pas surinterpréter euh, pour pas calquer des schémas que j'aurais pu chercher à retrouver, par exemple. Sachant que pour les politiques climatiques, j'en ai été témoin avant d'avoir mené ce travail sur la course au large, et pour les cellules de crise, c'était plutôt après. Donc il y a toujours des biais qui peuvent arriver. Alors je fais pas cette recherche tout seul, hein, on est en binôme, ce qui limite aussi les biais, avec un binôme qui n'a pas été praticien justement de ces domaines-là, qui permet de s'assurer qu'on n'est pas dans des surinterprétations. Euh, mais donc l'idée c'est pas de comparer, c'est de voir jusqu'à quel point on peut transposer. Oui, oui, c'est Et le sens de ma question. la conviction en fait ressort de la pratique de ces domaines. Ok, merci beaucoup. Eh bien, je vous propose qu'on passe à la